tous. Je ne vais pas parler aussi longtemps parce que je pense qu'on a envie d'échanger et de discuter, donc je vais essayer d'être un peu synthétique. Alors, ça n'a pas directement à voir avec mon propos, mais je vous raconte quand même qu'hier, pour mon travail, je discutais avec un expert suisse qui voyage beaucoup dans différents pays, et il me dit qu'il sent en France une colère qu'il ne sent nulle part ailleurs. Il dit, je voyage, je change beaucoup de pays, il y a une ambiance en France, il dit, je sens une colère, et il me dit, pourquoi vous êtes en colère comme ça? Vous imaginez ce que je lui ai répondu. Un expert que j'ai rencontré hier pour mon travail, qui voyage beaucoup. C'est pas son nom? Si, mais je ne vais pas le donner. Parce que ça n'a rien à voir. Le Suisse, c'est ton fameux banquier, c'est ça? Voilà, celui avec le compte numéroté. Donc, et entre autres, je pense que l'une des raisons de notre colère, ça vient du 29 mai, de la répression des Gilets jaunes, etc. Mais bon, on en reparlera, c'est pas directement lié au sujet. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi, mais on peut très bien, si on s'organise un peu, si on fait le tri, s'informer assez intelligemment. Moi, je sais que je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis des gens avec qui je suis d'accord, et puis j'ai aussi quelques personnes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, mais qui sont assez représentatifs de ce que pense justement l'ennemi, ou de ce que pensent les gens dont je ne partage pas le point de vue, et que c'est intéressant de les suivre. Et donc, sur la question européenne, j'en ai retenu deux. Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France, et Jean Quatremer, le journaliste de Libé. Et tous les deux ont commenté la pétition qui demande un référendum sur les prochains traités européens, d'une manière évidemment extrêmement négative. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Gérard Haraud était sur le thème « Franchement, ces gens ne comprennent rien à la construction européenne, ils parlent sans savoir ». Et très concrètement, Gérard Haraud disait « Dans l'Union européenne, c'est les États qui décident et les États font ce qu'ils veulent. Et l'Europe, c'est un exercice partagé de la souveraineté des États. » Et Jean Quatremer, lui, donc journaliste à Libération, très fédéraliste pour sa part, disait mais c'est n'importe quoi de dire que le gouvernement est en train de mijoter un fédéralisme, un saut fédéral, on n'est pas du tout dans le fédéralisme, c'est absolument n'importe quoi. Alors c'est intéressant parce que y a du vrai dans ce qu'ils disent, mais c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que quand Gérard Haraud, l'ambassadeur, dit que dans l'Union européenne, les États sont souverains et l'Union européenne organise un exercice commun de la souveraineté, c'est vrai en théorie, mais c'est complètement faux en pratique. On aurait pu éventuellement dire ça du temps du général de Gaulle, mais en 2024, c'est complètement faux. Parce que l'exercice de la souveraineté des États, qui est encore possible, les Anglais sont partis. Donc ça montre bien qu'effectivement, en dernier ressort, l'État est souverain. Mais concrètement, il y a tellement de contraintes, et on voit pour nos amis britanniques que le coût politique d'exercice de la souveraineté est tel que ça devient, dans certains cas, quasiment impossible. C'est pour ça qu'il faut mener une lutte politique qui est possible, hein, je ne vais pas vous faire un truc déprimant, elle est tout à fait possible, mais il faut exactement savoir de quoi on parle. Alors concernant Jean Quatremer, lui il dit c'est n'importe quoi de prétendre qu'il y a un saut fédéral. Il a raison et il a tort. Il a raison parce que si vous regardez les théories du fédéralisme dans les universités ou dans la science politique, effectivement, c'est pas ça qui se prépare. Parce que le fédéralisme américain, par exemple, c'est un fédéralisme démocratique. C'est pas ma conception de la démocratie, mais il y a des élections d'ailleurs en novembre prochain. Voilà. Le fédéralisme allemand, c'est un fédéralisme démocratique. Le fédéralisme suisse aussi. Là, le fédéralisme, et là où il a tort, c'est que le fédéralisme qu'on est en train de nous picouser, c'est un fédéralisme Frankenstein, c'est-à-dire qui est complètement éloigné de toute préoccupation démocratique, et ça ferait même horreur aux Américains, puisque c'est le fédéralisme des technocrates, des financiers et des avocats. Donc c'est important de préciser ça, parce que quand on voit les échanges, on ne sait plus de tout de quoi on parle.
Donc on a raison, et moi je suis très heureuse vraiment de cette journée, parce que c'est un lieu où on partage un moment où on peut justement se clarifier les idées nous-mêmes, et notamment les mots avec lesquels on s'exprime. Alors moi je n'emploie jamais le mot souverainisme, pour poursuivre la discussion, mais on va en parler toute la journée, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, que j'ai la science infuse, hein, parce que c'est un mot qui a été inventé par des gens qui n'aiment pas la souveraineté. Donc par principe, je n'utilise jamais le vocabulaire utilisé par l'ennemi pour me désigner. Et souverainisme, c'est entendu comme péjoratif, pour décrédibiliser à la fois la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Le problème, c'est que, et je compte sur vous, j'ai encore pas trouvé de formule synthétique pour dire je suis pour la souveraineté nationale et populaire, c'est beaucoup plus long que souverainisme. Mais souverainisme, sauf erreur, hein, à l'origine, ça vient du Québec. Les souverainistes, c'est ceux qui réclament la souveraineté du Québec dans le Canada. Alors, dans cette histoire de souveraineté nationale et l'Europe, et c'est assez typique, hein, on peut déjà noter que le mot souveraineté n'est pas utilisé dans les traités. Il n'y a pas le mot souveraineté. On parle de compétences, on parle de pouvoir, on parle d'institutions. Mais la question de la souveraineté, on fait comme si elle était résolue. Elle est résolue un peu mystérieusement. Et elle est résolue par la fiction à laquelle croit encore l'ambassadeur Haro, qui est que les États souverains décident d'organiser l'Union européenne comme ils l'entendent et autant qu'ils le souhaitent. On commence à parler, donc sous-entendu, la souveraineté appartient encore aux États. On commence à parler, notamment grâce à notre super président, de souveraineté européenne, qui, alors il ne le dit pas comme ça, mais on a bien compris, hein, se substituerait à la souveraineté nationale. Emmanuel Macron ne le dit pas aussi franchement, mais comme le reste de la classe dirigeante, il considère que la souveraineté nationale, c'est quelque chose d'obsolète. C'est un vieux truc, c'est complètement archaïque, et que donc, un peu comme dans l'anecdote racontée par André tout à l'heure, ça ne fait pas européen d'être souverain, sauf si on imagine la souveraineté nationale, c'est forcément quelque chose de ringard, et si on veut faire européen, il faut inventer autre chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition de la souveraineté européenne. Là, elle n'est pas non plus dans les traités européens. Il y a une occurrence dans le document de mars 2022 qu'ils ont pompeusement appelé la boussole stratégique européenne, qui est en fait un copier-coller des projets de l'OTAN, hein, grosso modo. Mais il y a juste l'expression souveraineté européenne à propos du numérique. Mais sinon, la plupart de nos partenaires européens préfèrent le terme d'autonomie. Ils n'aiment pas le mot souveraineté, ça leur fait peur. C'est un truc très français de parler de souveraineté, mais les Européens préfèrent autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que tout le processus de construction européenne, c'est un processus de destruction des souverainetés, qui n'a jamais été exprimé comme ça, parce que ça n'aurait pas été accepté si on l'avait dit comme ça. D'ailleurs, la première fois que les fédéralistes exprimaient leur projet d'État fédéral, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été mis en minorité. C'était au Congrès de La Haye, personne n'en voulait, ça faisait peur. Donc les fondateurs de la construction européenne ont dit on va le faire sans le dire. Et donc ils ont lancé ce processus de construction européenne où, comme je vous l'ai dit, on n'emploie pas le mot de souveraineté, on n'en parle pas, mais on organise la destruction programmée de la souveraineté. Alors ça passe par plein d'outils, ça passe par la création d'institutions qui sont hors d'atteinte des citoyens, comme la Commission européenne, ou même le Conseil des ministres. On n'élit pas le Conseil des ministres. Alors on élit le Parlement européen, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Donc on organise en fait la destruction de la société par les institutions, et évidemment,
la Cour de justice de l'Union européenne joue un rôle déterminant là-dedans, parce qu'à chaque fois qu'il y a un doute, elle va interpréter dans le sens du fédéralisme et contre la souveraineté. Dès qu'il y a le moindre espace et qu'elle a le choix, elle va choisir l'interprétation la plus destructrice de la souveraineté nationale, systématiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est très bien analysé par un juriste allemand qui s'appelle Dieter Grimm, qui a été juge à au tribunal constitutionnel allemand, c'est qu'à chaque fois, elle avait le choix. Et elle a pris l'interprétation qui va favoriser le marché commun, qui va réduire les services publics, qui va réduire la régulation nationale au profit des institutions européennes. Et elle a notamment imaginé, inventé ce fameux principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux. Pour vraiment verrouiller, c'est-à-dire au cas où un Parlement national voudrait exercer son pouvoir et adopter une loi, conformément à ce que souhaite le peuple, eh bien cette loi pourrait être écartée si elle est contraire aux traités européens et aux directives européennes. Et la difficulté, on parlait tout à l'heure d'Arnaud Montebourg avec certains d'entre vous, Arnaud Montebourg l'a bien décrite, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne est soutenue par les juges nationaux, les juges français par exemple. Ils valident ces interprétations. Ils soutiennent les interprétations fédéralistes contre les interprétations qui seraient favorables à la souveraineté nationale. Donc c'est mis en place, c'est ça que ne veut pas voir l'ambassadeur Haro, tout un système qui, un peu comme la grenouille qu'on plonge dans une bassine d'eau froide, on fait chauffer l'eau et qui se laisse cuire sans s'en rendre compte, cuit la souveraineté sans qu'on s'en rende compte. Alors, cet appareillage, il a été construit, il peut donc être détruit. Donc c'est en ce sens qu'il y a de l'espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, c'est quelque chose qui a été construit, et donc, une fois qu'on l'a bien identifié, on peut le déconstruire petit à petit. Et dans cette déconstruction, comme on a déjà eu l'occasion de le dire ensemble dans une précédente réunion, on n'est pas tenu à des alternatives extrêmes. L'alternative, c'est pas on va fédéraliser l'Europe ou alors on va se replier frileusement derrière les frontières nationales, réériger des murs d'enceinte et se couper du monde. C'est pas ça du tout l'alternative. L'alternative, c'est comment on construit en tant que communauté politique française nos relations avec les États voisins et quelle forme d'Europe on souhaite. Et puis si on ne veut pas d'Europe, après tout, c'est encore une option. Mais en tout cas, il y a toute une palette de possibilités. Parce que là, on voudrait nous faire croire que tous ceux qui seraient contre l'Europe proposée par Emmanuel Macron et ses acolytes, comme Glucksmann et tout ça, seraient des ultra-nationalistes fascistes qui veulent qui sont des suprémacistes, en fait, qui voudraient quasiment faire la guerre au reste de l'Europe. C'est pas du tout ça. Donc on est tout à fait libre de déconstruire ce machin. C'est pour ça que la première étape, c'est d'obtenir le débat. Parce que là, on veut nous empêcher d'en discuter. On veut nous empêcher d'en discuter par des alternatives insupportables et par des peurs. Macron a encore sorti la peur. Son discours il y a 2 jours à la Sorbonne, c'était quasi, si on ne vote pas pour cette Europe, c'est quasiment le chaos. Cette Europe est fragile, elle peut être détruite, sous-entendu, on va retourner, je ne sais pas quoi, où... Elle peut mourir,